Donc, pourquoi faire cette présentation ? Vous savez que sur les tumeurs ORL de stade avancé, on peut les traiter soit par radiothérapie ou par chirurgie. Lorsqu'on va faire de la chirurgie, il y a l'exérèse tumorale qui va se faire. Et lorsque la tumeur se rapproche de l'os, il va falloir réséquer un contingent osseux. Ça, c'est un exemple. Il y a quelques photos qui sont un peu difficiles peut-être pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir au bloc opératoire, mais ça, c'est une grosse tumeur qui partait de là à là. Et donc, lorsqu'on va retirer ce type de tumeur avec un contingent osseux, on va reconstruire également avec un contingent osseux. C'est une photo aussi peut-être pas évidente, mais c'est ce qu'on a tous en nous. C'est une jambe, avec là la prise d'un lambeau de péroné. Donc, c'est ce qui va nous aider après à refabriquer une mâchoire. Et donc, lorsque l'on fait ce type de chirurgie, vous voyez que finalement, on ouvre pas mal les tissus. Et il y a finalement possibilité soit de refermer le site où on a pris le lambeau, c'est ce qu'on appelle une fermeture directe. On fait aussi des fois des lambeaux en prenant de l'os au niveau de l'omoplate, ou soit on ne va pas pouvoir fermer, et donc il va y avoir ce qu'on appelle des pertes de substance cutanée, ça veut dire que ça va rester ouvert. Pour apporter des solutions dans les cas où il y a des pertes de substance, c'est un peu le sujet de la présentation. On peut des fois faire des greffes de peau, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, mais on s'est rendu compte qu'au cours des dernières années, on n'avait pas un taux de réussite qui était satisfaisant pour les patients. On a aussi la possibilité d'utiliser les TPN avec le VAC qu'on mettait des fois au bloc opératoire. Des fois, on a aussi essayé de mettre le picot après la greffe de peau, mais finalement, on n'a pas tellement des résultats qui sont satisfaisants. Et enfin, la cicatrisation dirigée, ça veut dire qu'on ne va rien faire du tout. On va laisser comme ça, et la nature va travailler, mais ça met beaucoup de temps à cicatriser. Donc, la durée de cicatrisation peut être longue, avec parfois des périodes allant plus de 10 mois. Lorsqu'on regarde certains dossiers, je ne vais pas donner des noms de patientes, mais que normalement vous avez tous vu en consultation avec les IDEC, dans le service, en soins externes. Et on ne se rend pas forcément compte en fait qu'il y a 10 mois, 1 an, lorsqu'on fait des prélèvements, des fois chez les personnes. Et ça, c'est un exemple de prélèvement fermé avec une greffe de peau. Ça, c'est une greffe de peau qui n'a pas bien prise. Vous voyez que la surface, elle est quand même grande. Et il y a des zones de nécrose par ici aussi. Et au final, après quelques jours, la greffe de peau, elle part. Et donc, on va dire, on retombe sur ça. Donc, il faut tout recommencer. Et je vois Pauline qui hoche la tête. Ça te parle, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est pas satisfaisant. Ça fait qu'aussi, autant au bloc opératoire, on prend un temps pour faire la greffe de peau. Il y a aussi le site de prélèvement de la greffe de peau qui fait mal. Donc c'est un petit peu dérangeant. Et ça, c'est un autre exemple d'une patiente qui, elle, sur cette photo-là, est à 11 mois en post-opératoire. Donc c'est quand même un peu grave. Cette patiente-là, en plus, c'est une kiné qui a quand même repris une qualité de vie. Mais vous voyez que la cicatrisation n'est toujours pas acquise. Et d'ailleurs, pour cette patiente-là, on a discuté avec Monsieur Hachet. On va très certainement lui prescrire la machine pour qu'elle puisse l'essayer pour la première fois sur un site de prélèvement de lambeaux de péroné. Donc du coup, il faut aussi savoir pourquoi on se pose cette question et pourquoi il y aura un intérêt. C'est que ces chirurgies-là, finalement, on en a plus d'une quinzaine par année. Et quand on regarde finalement le chevauchement entre la date d'intervention et puis le patient d'après, ça fait qu'on a plusieurs patients en route qui viennent en soins externes pour des consultations multiples, avec des soins aussi qui sont faits en ville. Et ça entraîne un retard à l'autonomisation, la socialisation, etc. Donc on se pose la question sur quelle aide on pourrait avoir sur la cicatrisation. Et avec Monsieur Hachet, qui a plus l'habitude de travailler avec les dermatologues, ils ont un outil qu'il va vous présenter lui-même. Et donc la question, c'est de savoir si ce matériel Windel pourrait nous aider à faire cicatriser les patients un peu plus rapidement. Donc je laisse la parole à Stéphane. Merci Dr Mongo. Donc bonjour à tous, Stéphane Hachet, Société Windel Healthcare. Ça va ? Oui, ok. Donc la société Windel Healthcare appartient à un groupe qui est français, ça c'est juste pour l'introduction, même si le nom est un peu étrange. Et la division de Windel Healthcare qui est dédiée à la plaie en retard de cicatrisation notamment, a été créée en 2017 par le rachat d'un brevet qui est d'origine allemande au départ. Oui. Alors pourquoi on a eu cette idée saugrenue d'envoyer du courant dans la plaie de patients qui ne nous avaient rien demandé ?
Parce qu'en fait, physiologiquement, quand vous allez vous couper, quand vous allez vous blesser, vous allez créer une infractuosité dans votre peau. Et il y a une charge négative à la surface de la peau, une charge positive électrique à la surface de votre peau qui vont rentrer en contact. Et c'est comme quand on était au collège, quand il y a deux charges électriques, on a la création d'un courant électrique. Alors ce courant électrique a un rôle très important puisqu'il va mettre en branle toute la cascade cicatricielle. Il va permettre de faire proliférer tout ce qui est macrophages, fibroblastes, leucocytes, kératinocytes, si certains termes... si certains termes nécessitent une explication, n'hésitez pas à m'arrêter. On va relancer aussi tout ce qui est prolifération des facteurs de croissance, néo-angiogénèse. On va permettre une action anti-inflammatoire. On va empêcher la formation du biofilm bactérien. Et vous allez également avoir... oui, la néo-angiogénèse, pardon, je l'ai déjà dit. Excusez-moi, c'est parce que je cumule les facteurs de stress avec le téléphone qui sonne derrière. Alors, c'est pas une idée récente, l'électrostimulation, puisque les Romains l'avaient déjà utilisé. Alors, à l'époque, c'était beaucoup plus dangereux, forcément, puisqu'on mettait les pieds d'un patient dans un bocal, enfin dans un bassin plutôt, avec des poissons torpilles. Le but était de les soulager de leur douleur articulaire, mais le voltage n'était pas franchement maîtrisé, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, au 19e siècle, il y a eu déjà des prémices de l'électrostimulation pour la cicatrisation des plaies, si ce n'est qu'à l'époque, pour ceux qui font de la cicatrisation ici, il n'y avait pas encore eu les travaux qui montraient que la chaleur et l'humidité jouaient un rôle important, donc on n'était pas non plus dans une prise en charge optimisée. Donc, aujourd'hui, on arrive avec un dispositif qui est compatible avec des soins journaliers. La réfection du pansement va se faire tous les 2 à 4 jours, en fonction de la quantité d'exudat qui aura été gélifié. On va avoir 2 séances journalières d'une demi-heure chacune qui devront être espacées au minimum de 6 heures entre la fin de la première séance et de la deuxième séance. Sinon, pas d'efficacité sur la séance suivante. Ces séances, je vous le rassure aussi, je sais que vous êtes souvent en pénurie dans les services de personnel, ne nécessitent pas la présence du soignant pendant une demi-heure. C'est-à-dire que vous allez démarrer la machine et ensuite elle va faire le soin à votre place. Donc ça, c'est plutôt le côté sympa. Les médecins vont devoir prescrire une fréquence, 128 Hz ou 64 Hz en fonction de certaines données médicales. Et l'intensité, ce qui va être étalonné en milliampérage, va être faite au chevet du patient par le soignant en fonction de l'état du patient. À titre informatif, plus on est haut en milliampères, plus rapidement c'est efficace. Mais il ne faut pas forcer la nature. Si un patient ne peut pas dépasser 15 mA par exemple, on n'ira pas chercher 20 ou 30, puisque ce patient va ressentir quand même des picotements, des chatouilles ou des fourmillements qui risquent de le rendre, qui lui risquent tout simplement de le faire abandonner son traitement au bout d'un moment. Voilà, il y a quelques années, on allait assez vite faire chercher 42 mA le maximum de la machine, et on avait beaucoup de patients qui arrêtaient au bout d'une semaine. Aujourd'hui, on est plus dans l'idée de se dire il faut que le patient puisse atteindre son objectif. Alors son objectif, ça va être avant de décrire ça, d'obtenir un beau tissu de granulation. Et là, 3 possibilités. Soit on peut repasser en cicatrisation dirigée parce qu'on a relancé le processus cicatriciel comme l'aurait fait la nature. Soit on peut faire une greffe, puisqu'on a un très beau tissu de granulation. On a développé 72% de nouveaux vaisseaux sanguins. Soit on peut aller jusqu'au bout avec le Wundel, mais c'est le cas le moins fréquent, c'est à peu près 1 à 2% des patients. Alors ce qui est nouveau avec le Wundel, c'est qu'on peut agir et interagir. C'est-à-dire que vous allez choisir la polarité négative, donc ça c'est une prescription médicale également. Et avec cette polarité négative, vous allez faire proliférer les macrophages, leucocytes, fibroblastes. Donc vous allez avoir une action détersive dans un premier temps. Vous allez retirer la fibrine, cette substance aux jeunes qui nous casse les pieds. Vous allez à terme obtenir un tissu de bourgeonnement. Alors, il est attendu à ce moment-là que ça puisse saigner, puisque les patients sont souvent sous anticoagulants et 72% de nouveaux vaisseaux sanguins, ça risque de saigner. Et la plaie peut s'agrandir aussi à cette étape, puisque vous avez une détertion, enfin un débridement électrique, donc tous les tissus qui ne sont plus viables dégagent. Mais si vous avez un saignement qui dure trop longtemps, on peut bien sûr avoir une hémostase avec un pansement alginate, mais on peut aussi, en passant en positif, arrêter le développement des vaisseaux sanguins. Si vous avez un hyperbourgeonnement, en passant positif, on peut arrêter l'hyperbourgeonnement, on n'utilisera pas de nitrate d'argent, il n'y a pas besoin. Et en fait, le réglage négatif n'est pas tout à fait antagoniste du réglage positif, mais ça permet quand même d'avoir un certain rétrocontrôle qui peut être très intéressant. Et le réglage positif est surtout voué à l'épidermisation, en fin de prise en charge, par exemple.
Alors ici, quelques cas de plaies qui ont été prises en charge avec le Wundel. Donc le Wundel est très très utilisé dans les angiodermites nécrotiques. Ce sont des plaies qui sont très compliquées à prendre en charge. En gros, il n'y a rien qui fonctionne. Bon, on a la chance de fonctionner très bien. Et qui contre-indique la détertion mécanique parce qu'en fait, plus on va les déterger, plus elles vont s'étendre. Et bien là, on a donc utilisé le Wundel chez cette patiente qui avait une EVA à 8/10 malgré le fait qu'elle prenait de l'oxycodone 20 mg matin et soir. On a pu arrêter le traitement antalgique puisqu'on a également une action antalgique que j'ai oublié de décrire. On est descendu donc à 2/10. Au bout de 10 jours, la patiente a été greffée dans la foulée, donc l'antalgie a été maintenue par la greffe. Et à 35 jours, on avait une situation qui était plutôt enviable pour cette patiente. Après, généralement, là c'était 6 mois, effectivement. Ici, on est sur une autre prise en charge sur laquelle, alors, c'est pas aussi spectaculaire, mais on a remplacé un tissu atteint par un tissu apte à recevoir une greffe. Un patient qui, pareil, était à 9/10, donc qui souffrait beaucoup et qui a pu passer à 2/10. Et voilà, c'est ce type de plaie que vous rencontrerez peut-être plus facilement ici dans l'établissement. Une autre plaie ici, qui est plus petite, mais qui était tout autant casse-pied, puisqu'elle traînait depuis un petit moment. Pareil, on voit la douleur qui diminue petit à petit, et puis surtout la plaie qui a pu cicatriser avec le plan de glissement qui a disparu. Alors concrètement, pour le patient, comment ça va se passer une journée avec du Wundel ? Eh bien, le patient ne va pas être rattaché à la machine toute la journée. C'est-à-dire que quand vous avez une console électrique, vous pouvez gérer plusieurs patients sur une même matinée, par exemple. Le patient va porter en permanence le pansement, donc je vais vous le montrer, qui est un pansement à part entière, même s'il a l'air un peu étrange comme ça. C'est-à-dire qu'il peut rester 2 à 3 jours. Et ici, vous avez une très fine couche d'hydrogel non saturé qui est neutre pour la peau, mais qui va gélifier, qui peut gélifier 300 centilitres de liquide. Donc ça permet d'avoir une bonne capacité de drainage, enfin de gestion des exudats, pardon. Ça, c'est la seule chose que le patient va porter en permanence, et on va pouvoir venir se connecter et déconnecter sur la languette qui est au bout. En revanche, le deuxième élément qui est ici sur la jambe de Marilyn, eh bien, c'est une électrode de dispersion qui va être ajoutée au moment des séances d'électrostimulation, qui va être retirée. C'est un élément qui dure 1 mois. Donc on n'est pas franchement dans le déchet quotidien, on est plutôt dans l'usage au long cours. Et quant à la console, ça vous permet donc de lancer en quelques minutes une stimulation qui va être l'équivalent d'une demi-heure de débrinement doux. Voilà, je vous le montre. Bon, je vais vous le montrer tout de suite, remarquez, parce que c'est vrai que c'est plus adéquat. Donc, j'ai une question par rapport à l'électrode, il faut toujours qu'elle soit sur les cuisses. Alors, il faut qu'elle soit à 30 cm minimum du pansement. Alors, assez souvent ce sera sur la cuisse parce que par commodité on ne va pas mettre sur le genou. C'est juste pour ça. Hein, par contre, si vous avez une plaie, par exemple une amputation du métatarse, comme nous on le rencontre assez régulièrement en chirurgie vasculaire, eh bien on peut très bien mettre en haut du mollet par exemple le pansement, enfin l'électrode de dispersion. Et si c'est en dorsale du coup Si on met le pansement, il est en dorsale. Alors en dorsale, on aura une limite, c'est parce que j'ai pas encore vu les contre-indications. Vous pouvez aller en dorsale effectivement, mais vous n'allez pas au-delà de l'abdomen, parce qu'en fait on ne peut pas être à proximité du cœur ni du cerveau, pour les raisons que vous imaginez bien. Ou alors vous allez avoir un cœur qui va être à 64 pulsations minutes ou 128, c'est peut-être pas toujours le rythme souhaité. Et puis surtout qui risque d'interférer avec tout ce qui est pacemaker, défibrillateur, etc. Alors pour lancer une thérapie, vous allez voir, c'est très simple. J'ai appuyé sur le bouton, la machine démarre, la machine va demander, enfin je vais appuyer sur la touche plus, alors là je vous fais le au plus simple, hein, il n'y a pas de réglage, de toute façon il y a très peu de réglage. La machine demande si je veux démarrer un soin, je dis oui, et ensuite les patients ne sentent rien jusqu'à 10 mA pour la grande majorité d'entre eux, on va pouvoir monter très vite sur cette valeur. En revanche après on va laisser une chance au patient de ressentir ce qu'il doit ressentir, c'est-à-dire une petite gêne. Souvent picotement, chatouille ou fourmillement, mais parfois autre chose. Donc il ne faut jamais évoquer ce qu'ils risquent de ressentir avant, parce que les patients ont toujours tendance à vouloir faire plaisir à leurs soignants, même si ça ne se voit pas tout le temps comme ça de prime abord. Et moi j'en ai déjà vu qui grimaçaient sérieusement. J'ai dit oh là, vous sentez quelque chose. Et en fait, comme c'était pas ni chatouille, ni fourmillement, ni picotement qui avait été cité auparavant, ils se disaient que ça devait être autre chose.
Voilà, donc là, imaginons que le patient à 20 mA dise qu'il ne va pas supporter ça pendant une demi-heure. On redescend d'1 ou 2 mA et puis il doit pouvoir faire sa séance en situation de confort. Et la machine a démarré le chronomètre et au bout d'une demi-heure, elle s'arrêtera automatiquement. Voilà. Et si vous êtes effrayé par les alarmes, je vais vous faire écouter le bruit effrayant de son alarme. Voilà, au maximum vous entendrez ça, et en général ce sera pour des problèmes de conduction électrique qui sont majoritairement liés à une mauvaise pose du pansement. Voilà. Le deuxième pansement que vous mettez sur la cuisse, oui, en l'occurrence, il reste en place entre chaque séance ou on le colle et le décolle? Oui, alors on le colle et le décolle à chaque séance. En fait, c'est vraiment c'est un peu comme un patch de CG. Hein. C'est pour récupérer, c'est pour fermer la boucle électrique, pour que le courant puisse circuler. Et il est important de le changer, enfin de le décoller à chaque fois. Un jour, je suis arrivé chez un patient qui l'avait déjà sur lui. Je dis ah c'est bien, vous nous avez fait gagner du temps. Ah non, je l'ai depuis 15 jours. Oh, ça n'est pas respirant du tout. Hein. Donc on a eu de la chance qu'au bout de 15 jours, il n'ait pas déclenché des petites allergies. Alors sur un vrai patient, ça donne ça. Donc voilà, et c'est compatible avec la contention, donc on vient juste se brancher, débrancher, et c'est assez simple à vivre selon la plupart des témoignages. Les indications, vous allez voir tout de suite que pour l'instant ce dont on parle actuellement n'est pas dedans, mais on a des études qui ont été faites sur du post-chirurgical. Mais ce qu'on a déposé dans un premier temps, c'était les ulcères, les escarres. Les escarres surtout parce qu'on est, d'après l'EPUAP, qui est un organisme indépendant de prévention et de prise en charge des escarres, on est la thérapie qui a le plus haut degré de preuve. On est classé en A sur la prise en charge des escarres. Les plaies du pied diabétique, et puis tout un tas de plaies ici qui sont des plaies très difficiles à prendre en charge, avec des problèmes de microcirculation, de douleur et de contre-indication à la détertion mécanique, sur lesquels on est tout à fait indiqué en première intention. Là, on sera toujours en seconde intention. Les contre-indications rapidement, pacemaker, défibrillateur implanté, je vous en ai déjà parlé. La plaie tumorale, on n'ira pas sur une tumeur parce que sinon on va la faire flamber. Et puis en gros, si vous avez de la nécrose sèche, c'est dans les contre-indications, c'est juste que le courant ne va pas pouvoir passer. Donc soit il faut scarifier, humidifier, ou soit il faut faire sauter le capot nécrotique, mais on ne pourra pas y aller tel quel en tout cas. Et comme il faut absolument, c'est important, je ne vous l'ai pas encore dit, mettre au contact direct du lit de la plaie. Si on a le pansement, assez souvent quand on va poser un pansement, alors celui-là il a séché avec l'été, mais hop, on va avoir tendance à passer son doigt autour et à le poser un peu comme ça, et en se disant que voilà, il va faire son job à force. Nous, la différence, c'est que quand on a une plaie qui est comme ma main, par exemple, légèrement creuse, il faut vraiment appuyer dans la plaie. Alors, quand il est neuf, il est souple, hein, je vous rassure, il ne craque pas. Et assurer que le contact est bon. Il ne faut pas hésiter, si nécessaire, de rajouter même des compresses de ce côté-ci pour qu'avec le bandage, le pansement soit au contact direct du lit de la plaie. C'est primordial parce que sans contact, pas d'efficacité. Ou alors, disons que si, mais tellement lente qu'en fait, on sera déçu. Pour ce qui est des côtés pratico-pratiques, on peut découper le bord. Bon, ici, donc, vous voyez, le bord a été retiré, et on le fait souvent sur les patients qui sont allergiques au col, sur les peaux sensibles, sur les peaux fragiles. Et puis, on n'utilisera jamais... Ok. On n'utilisera jamais de bétadine, de nitrate d'argent, de sulfadiazine d'argent avec le Wundel, parce qu'en fait, avec le courant électrique, ça va chauffer, ça va dessécher la plaie, et on va plutôt la momifier qu'autre chose. Et en plus, ça fait mal parce que ça dessèche tellement que les tissus se rétractent et tirent sur les chairs du patient. Donc, à prohiber absolument. Hop. D'autres cas ici qui peuvent se rapprocher de choses que vous pourriez rencontrer, avec à nouveau donc une prise en charge. Alors nous, on nous appelle souvent, là 1 an c'est court, hein, on a déjà pris en charge des plaies qui avaient 10-25 ans d'ancienneté. Alors plus c'est ancien et plus c'est long, et au contraire plus c'est pris en charge précocement et plus ça va vite. Donc ici voilà une plaie qui a été évoluée. Alors c'est rare qu'on n'ait pas de greffe d'ailleurs sur ce type de plaie, mais là on est allé jusqu'au bout en termes de cicatrisation. Des exemples de plaies qui peuvent être également prises en charge, comme les plaies drépanocytaires, les pyoderma gangrenosum, des plaies qui ont toutes en commun une douleur importante et des problèmes de microcirculation. Alors, on a des études qui ont été faites, qui peuvent être classées selon plusieurs critères. Le niveau 1, bien sûr, c'est celui qu'on va privilégier pour le degré de preuve, et après, en niveau 4, forcément, sera moins puissant. Je vous laisse... C'est bon pour vous ? Oui.
Et donc, vous voyez qu'on a déjà quelques niveaux 1 qui sont assez intéressants, et pas seulement en France, à la limite c'est même en France qu'en Allemagne pour l'instant, aux Pays-Bas, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne. Et en fait, dans les études par exemple Herberger, alors on dit cool, je suis désolé, et Fidar par exemple, il a été montré que plus on prenait en charge précocement une plaie sous électrostimulation, et meilleurs étaient les résultats en termes de cicatrisation, de rapidité de fermeture de la plaie. Donc c'est ce qui va plutôt nous intéresser aujourd'hui. Pour la prise en charge, le patient n'est pas obligé de rester dans vos murs pendant toute sa durée de prise en charge. Il y a la possibilité d'un relais en HAD. Bon, sur Rouen, pour l'instant, il y a une particularité, c'est qu'une HAD prend systématiquement et une autre plus épisodiquement, mais tout ça devrait être réglé en janvier, puisqu'on a rencontré leur fédération hier. Le Wundel, par contre, doit être... Oui. Les autres HAD de la Seine-Maritime. Alors, dites-moi des noms. Dieppe, Le Havre. Alors Dieppe, en fait c'est le lieu d'habitation des patients. Il n'y a pas eu beaucoup de patients sur Dieppe dernièrement, donc je ne saurais pas vous dire, parce qu'en fait il y a eu un problème de communication entre leurs fédérations. Ils ont un chat de communication qui leur permet de poser des questions. Et il y a eu des erreurs d'interprétation de certaines choses, notamment on a reproché au Wundel de ne pas avoir d'AMM. Or c'est entièrement normal, puisqu'un dispositif médical n'a pas d'AMM, il a un marquage CE. Et à partir de là, il est parti tout un flot de choses qui aujourd'hui leur font poser questions pour certaines d'entre elles. Donc la Croix-Rouge par exemple prend systématiquement au Cèdre. Si vous expliquez que c'est la dernière chance du patient, ils vont prendre, sinon ils auront tendance à être réticents. À Dieppe, il n'y a pas eu de patient depuis longtemps, donc je ne pourrais pas vous répondre. À Caen, par exemple, où on avait la même situation, la Croix-Rouge ne prenait plus en charge, maintenant elle reprend en charge, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, sur toutes les choses qui avaient circulé, en fait ce qui est bien, c'est que plus on va dans l'exagération, dans un fil de discussion, plus les gens se disent on va peut-être un peu loin là, et donc ça reprend. Mais en tout cas, les choses vont évoluer, puisqu'on a des actions qui sont mises en place avec leur fédération qui devraient porter leurs fruits dans quelques mois. Assez rapidement quand même. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que pour qu'ils soient sûrs d'avoir une prise en charge, il faut que la prise en charge s'inscrive dans le cercle d'une plaie complexe. Donc si on n'est pas dans le cadre d'une plaie complexe, ils peuvent avoir un refus de remboursement de leurs soins. Donc il faut bien être là-dessus et en être conscient. Donc l'ordonnance type commence justement par prise en charge d'une plaie complexe, rappelle les principales contre-indications. En tant que médecin, vous devez cocher 128 Hz ou 64 Hz en fonction du patient qui présente ou non des douleurs neuropathiques. 64 Hz avec des douleurs neuropathiques, 128 100, ou de la taille de la plaie, moins de 5 cm sur 5 cm. La détertion, c'est du négatif. On commencera de toute façon toujours par au moins une semaine de détertion. Et l'épidermisation, le positif. Voilà, donc la question du jour, c'est est-ce qu'il y a intérêt à utiliser la thérapie d'électrostimulation Wundel sur des sites donneurs de greffe de lambeaux. Donc c'est un peu la discussion qu'on peut tous avoir aujourd'hui ici, sachant que si nos indications sont celles que je vous ai montrées, effectivement il y a déjà eu des prises en charge en chirurgie qui ont montré l'intérêt de la thérapie, mais après c'est plutôt la question de savoir si pour vous ça peut être intéressant ou pas d'avoir une prise en charge précoce. Alors ce ne sera pas en sortie de bloc si ça se fait, puisque en sortie de bloc le patient a un courant qui circule naturellement dans sa plaie, donc il n'y a pas d'intérêt. Par contre on peut possiblement s'imaginer qu'à 15 jours ça a un intérêt, et pour refermer plus précocement la plaie derrière. On peut mettre autant d'électrodes qu'on veut sur la jambe. C'est une très bonne question. Alors, on peut en mettre plusieurs pour couvrir tout à fait. Il n'y a pas un nombre limite. Ouais. Le nombre limite, ça va être plutôt pour l'HAD derrière. En fait, les HAD, si on met plus de 2 pansements, elles ont du mal à rentrer dans leur frais. Et donc, il vaut mieux rester sur 2 pansements. Et si la plaie est plus grande? Si la plaie est plus grande, on peut faire des ponts de conduction. Alors, on a notamment un hydrofibre qui conduit très très bien le courant. Alors, les marques que je vais vous citer, c'est pas par préférence, c'est parce qu'on les a testées. Le Biotin Fiber, par exemple, quand il est mouillé, conduit très très bien le courant. Il conduit 92% du courant. Si on passe sur un autre hydrofibre, l'Aquacel, on est à 54%. Et si on passe sur un Exufiber, on est à 32%. Donc il vaut mieux privilégier forcément ceux qui conduisent le mieux le courant. Ça peut permettre d'étendre comme ça la zone de stimulation en restant à 2 pansements, puisque la machine ne tolère que 2 pansements à la fois.
Dans l'absolu, sur des cas comme les vôtres, on peut imaginer aussi démarrer avec plus de pansements, mais ça n'aura pas trop d'intérêt parce qu'en fait, ce qui va se passer si on a plus de 2 pansements, c'est qu'on va devoir faire une stimulation tous les 6 heures. Ça veut dire qu'il y a 2 pansements par exemple qui vont être stimulés pendant 6 heures. On va attendre 6 heures pour le second. Et donc ça fait toutes les 6 heures, ça veut dire 4 fois par jour. Puisque le chemin emprunté, en fait, on va solliciter énormément les canaux ioniques des cellules des patients. Et si on ne les laisse pas se reposer 6 heures entre deux, il ne se passera rien derrière. Voilà. C'est en développement dans votre projet de faire des tailles comme les picots où on peut adapter en fonction de la plaie Alors pour l'instant, en fait, ce qui est prévu, on nous a demandé une taille. En fait, on a une étude qui montre que ça donne des bons résultats dans la plaie du pied diabétique. Donc pour l'instant, la prochaine taille à sortir sera plutôt une petite électrode. Après, j'avoue qu'on prend régulièrement en charge, alors on n'est pas sur cette physionomie de plaie, hein, c'est clair, on est plutôt sur des tours de jambes, et on arrive à prendre des tours de jambes entiers en faisant cette association justement avec des ponts de conduction qui marchent bien. Je vais profiter pour poser une petite question au Dr Higues avant qu'elle aille en consultation. Qui est ORL, comme vous le savez. Juste, si Elena, tu pouvais nous donner un petit peu ton avis en tant que chirurgien sur ce type de dispositif. Est-ce que tu as des questions comme ça? Est-ce que tu te... Moi, pour les collègues sans experts pour en tant que chirurgien des pansements, mais c'est vrai que ça nous aide, je pense que ça doit nous aider beaucoup si déjà on arrive à faire une détection rapide avec un bougement qui est, je crois, assez uniforme, avec des néovaisseaux on va les avoir assez rapidement. Je pense que ça va raccourcir beaucoup toutes les cicatrisations après une greffe avec une greffe de peau libre. Je pense que ça va nous aider. Et du coup, je crois que par rapport, même si bien sûr ce sont les études, mais je crois que par rapport aux patients qui sont diabétiques, nos patients ils ont des pathologies lourdes, mais je pense qu'ils ne sont pas à tel point. Je crois qu'on aura des résultats un petit peu plus rapides qu'un diabétique ou un angionécrose rhumatologique. En plus, pour la détertion, vous avez un autre avantage, c'est que la détertion se fait à la compresse tissée en fait. Puisque tout ce qui doit être détergé est ramolli. Notamment, on le voit sur des plaies qu'on prend en charge parfois très très fibrineuses, et en fait la fibrine vient à la compresse tissée. Donc le gros avantage, c'est que les soins sont moins douloureux pour le patient, assez rapides, et effectivement pour les soignants c'est pratique aussi, puisque on n'a ni faire souffrir le patient, ni mettre 2 heures à faire un soin. Donc, ouais. Oui, vous conseillez de le mettre du coup 15 jours après l'intervention? Oui, parce qu'en fait on sait que physiologiquement il y a un courant électrique qui va naturel en fait, qui va être présent pendant les 15 premiers jours. Après il faut qu'on, de toute façon on n'a pas encore travaillé de protocole de test. On en parlait avec une de mes collègues qui va être surprise d'ailleurs que je ne l'ai pas appelée sur la route, et en fait il y a deux premières possibilités, c'est soit d'attendre ces 15 jours et de redonner donc une semaine ou 15 jours de Wundel. Il y a déjà eu des tests qui ont été faits comme ça qui montraient des bons résultats. Ou alors il y a une autre possibilité, il existe un test qui s'appelle un outil de mesure qui s'appelle le PAR4, qui consiste à mesurer l'évolution d'une plaie entre J0 et 4 semaines, et à partir du score obtenu, on sait si la cicatrisation sera longue ou rapide. Donc ça peut être aussi un autre indice de se dire on se laisse un mois, et à la fin du mois, si on voit que le score n'est pas bon, on sait que là il faut le mettre en route. Donc ce sont des tas de choses dont on sera amené à discuter, mais oui, pas tout de suite en tout cas, ça c'est sûr. Il y a des diététiciennes avec nous. Je posais la question, est-ce que ça fonctionne aussi chez les patients qui sont dénutris? Quelle expérience vous avez là-dessus? Alors, vous êtes où? J'ai une sensibilisation particulière à ça, parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années pour Nestlé Clinical Nutrition. Et donc,
la dénutrition, ça me parle particulièrement, et j'ai été à ma grande surprise confronté plusieurs fois à des patients dénutris, dont certains étaient même cachexiques, et sur lesquels on a eu, à ma grande surprise, des résultats positifs. Et pourtant, pour moi, mathématiquement, ça rentrait pas dans l'équation, puisqu'il n'y avait pas les briques, il n'y avait pas forcément le ciment, et le maçon réalisait quand même un mur. Donc oui, ça fonctionne. Après, je pense que de toute façon, c'est comme toujours, il faut qu'une prise en charge soit globale, parce que plus on donnera ses chances aux patients, et mieux ce sera. Et surtout, je soupçonne que ces fois-là, on a peut-être été tiré des protéines ailleurs, ce qui n'est pas l'idéal non plus de toute façon. Donc voilà. Donc je sais que le résultat est obtenu. Après, c'est plutôt la pérennité derrière qui m'inquiétait. Mais en tout cas, c'est possible. Après, si on s'inscrit dans une politique de renutrition long cours, c'est bien. Et aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un point particulier, c'est qu'il y a un rôle aussi antalgique qui est majeur. Oui. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de collègue anesthésiste ni de l'équipe de la douleur, mais des fois en post-opératoire, il y a aussi des douleurs. On les évalue surtout en post-opératoire immédiat, mais est-ce qu'au-delà de 15 jours, les filles du service, vous avez l'impression que les patients ils ont quand même mal sur les péronés au-delà de 15 jours? Donc vous voyez, ça aussi, ça pourra avoir un rôle intéressant au niveau antalgique. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions, et aussi donc on va réfléchir à comment est-ce qu'on pourra mettre ça en place. Donc c'est bien aussi que Thibaut tu sois là, parce que va certainement au départ. Fâche le coût. Pardon? Le coût de ce genre de choses. Le coût. C'est un coût semblable à la TPN en fait. Voilà. Si, c'est une bonne On est question. environ à 35 € par jour. Et donc après, on reverra pour discuter, on réfléchira, on vous associera, parce que si jamais il faut qu'au départ on ait une machine, peut-être après on verra sous quelle modalité. Mais c'est vrai que c'est une technologie qui nous paraît séduisante pour les patients, et vraiment je m'étais rendu compte personnellement, parce que les personnes après qui ont été opérées vont aux soins externes, et des fois on ne les revoit pas nécessairement, etc., qu'il y a des fois des personnes, vous confirmerez, 10 mois, 11 mois de cicatrisation. Hein. Donc c'est énorme, hein, après la radiothérapie, etc. Et il y en a quand même plusieurs. Donc au final, il y a quand même des conséquences sur les prélèvements des lambeaux. Et d'ailleurs, on va en discuter demain soir sur le webinaire qui est organisé ici. Donc si jamais vous êtes inscrit en présentiel, vous serez bien sûr bienvenu. Et si jamais vous avez un lien connecté pour demain soir, on vous attendra pour le webinaire de demain soir. Je ne sais pas si vous avez des questions supplémentaires. Oui, vous disiez tout à l'heure, pas plus de 4 électrostimulations par 24 heures. Alors normalement c'est 2 par 24 heures. Et s'il y en avait justement, quel est le risque? Alors, c'est très simple. Comme le corps, en fait, c'est un peu, dans l'idée, c'est, on vous fait courir un marathon, vous n'êtes pas capable d'en courir un le même jour en général, sauf les très très grands sportifs. Et donc c'est un peu la même idée, c'est qu'il faut laisser une plage de repos à l'organisme. Ce qui va se passer si on fait trop de stimulation, on a déjà un patient qui l'a tenté chez lui, hein, donc il le faisait 10 fois par jour, en fait il ne se passait plus rien, tout simplement. Il ne se passe plus rien parce qu'en fait il est tout le temps en saturation, il est tout le temps sur un organisme qui l'affaiblit, donc c'est même peut-être plutôt contre-productif dans la mesure où il y a ça. Alors j'ai vu qu'il y avait une autre question, juste moi ce qui m'a marqué beaucoup quand je suis allé voir des patients qui avaient des plaies très anciennes aussi, alors plus anciennes que les vôtres, mais c'est quand on leur demande ce qu'ils vont faire une fois qu'ils seront cicatrisés, parce qu'ils n'y croient plus, hein. C'est j'irai mettre mes pieds dans la mer. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est tellement du bonheur d'être en bonne santé, et tellement invalidant d'avoir juste une petite plaie qui vous empêche de mener à bien votre vie que voilà, moi c'est ma récompense, ou alors le sourire d'un patient qui était grimaçant depuis le début parce qu'il souffrait, c'est voilà, plus que tout le reste. Oui. Moi je voulais juste savoir, est-ce que c'est compatible avec les prothèses ou le matériel d'ostéosynthèse? Très bonne question, parce que c'est vrai que je suis passé vite sur les contre-indications. Alors, ce qui va nous poser le plus, moi je suis monsieur solution. Alors, en fait, la prothèse de genou va être sur un trajet naturel entre le courant qui va partir d'ici et arriver là, ou vice-versa d'ailleurs selon le réglage. Et donc, ce qui va se poser problème, c'est l'échauffement qui va être provoqué par le passage du courant. Alors ça ne brûle pas, hein, je vous rassure tout de suite. Par contre, avoir un échauffement du genou, c'est pas très habituel non plus, et ça peut être anxiogène. Ce qui nous gêne, nous, c'est surtout aussi tout ce qui est transformé en calories
c'est de l'énergie qui est perdue pour la cicatrisation, donc on perd de l'efficacité. Ce qui fait que dans ce cas précis, on va décaler l'électrode de dispersion plutôt vers l'arrière de la cuisse, et là il y a un moindre réchauffement. Alors bon, pourtant logiquement le courant doit en grande partie encore passer par la prothèse, mais c'est comme ça. Ou alors, si c'est possible, aller mettre carrément l'électrode de dispersion en face de l'autre côté du membre pour être sur un courant traversant. Alors la disposition la plus efficace reste celle-ci, mais on perd moins d'efficacité en faisant ce que je viens de vous dire qu'en laissant une prothèse de genou chauffée. Les autres choses qui pourraient gêner, alors la prothèse de hanche curieusement nous gêne pas trop, parce que en général déjà elle est assez haute, et si on a la nécessité, parce que par exemple il y a un moignon, de mettre l'électrode de dispersion soit sur l'abdomen ou sur la cuisse opposée, en général on n'a pas de problématique. Ce qui va être gênant, c'est si vous avez un clou tibial. J'ai déjà eu le cas, la patiente, j'ai eu la puce sur l'oreille parce qu'elle me disait j'ai une gêne au pli de l'aine, et je me dis ça c'est bizarre parce que le courant n'est pas censé remonter et redescendre, et en fait son courant passait sur son clou tibial, elle avait une queue de prothèse de meumeux, et du coup en fait le courant était peinard et il passait que par du métal. Mais en tout cas c'était pas génial pour la patiente. Si vous avez une plaque métallique au regard de la plaie, on ne pourra pas prendre en charge. Si vous avez par contre des encres, des vis, c'est pas gênant. Si des stents sont présents, qu'ils ont moins de 3 mois, on va éviter d'y aller parce qu'ils ne sont pas encore franchement installés, et avec la dilatation-rétractation, ils pourraient bouger. Mais voilà, à part ça, je crois que j'ai fait le tour. Il y a possibilité d'utiliser. Et la restriction par rapport aux enfants? Ah, alors. Donc ça date du marquage CE précédent, donc on est en train de refaire un nouveau marquage CE. Et normalement ça devrait passer à enfants de moins de 12 ans, parce qu'en fait on a des études avec des enfants de 12 ans. Mais à l'époque, comme ça a été enregistré, voilà. Et puis il faut savoir une chose, c'est que le produit a été à un moment donné la propriété de Monluc, et les grands groupes ont tendance à protéger encore plus. Parce que si on va aller aux États-Unis notamment, il faut éviter les procès. Et donc il y a certaines choses qui devraient peut-être évoluer dans un sens opposé dans quelques temps, mais pour l'instant ça reste tel quel puisque c'est ce qui a été déposé. Voilà. Est-ce que vous avez des études qui comparent votre système et des TPN? Alors, c'est... J'ai peur, je croyais que j'ai pas vu. Oui, alors très peu, c'est sur les brûlures en général. Paradoxalement, on est un peu utilisé sur les brûlures, et qui montre plutôt un côté positif de l'une comme de l'autre, ça dépend de ce qu'on observe. Donc, il faut savoir que par rapport à une TPN, en général, on est moins rapide en termes de comment dire ? Oui, voilà. Par contre, on a un centre qui nous utilise beaucoup, ils sont à plus de 1000 patients gérés sous Wundel actuellement. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que quand on prend en charge un moignon d'amputation, par exemple, sous TPN ou sous Wundel, la grosse différence, c'est que la cicatrice est plus ferme sous Wundel et permet un appareillage avec moins de risque que la plaie se réouvre. Après, on n'est pas sur les mêmes indications. Eux, ils vont être plutôt sur des plaies humides. Nous on va être sur des plaies sèches à moyennement exudative. Nous on va avoir l'action antalgique qui n'ont pas. Donc c'est vraiment une philosophie de prise en charge plutôt complémentaire que réellement concurrente. Même si ces derniers temps, on a vu qu'ils venaient gratter un peu sur nos indications. Mais voilà. En tout cas sur des plaies algiques, avec des problèmes de microvascularisation, le Wundel a clairement montré qu'il était très efficace, mais il l'a montré auprès des utilisateurs, donc maintenant on est en train de réfléchir à une étude qui va le montrer définitivement pour, si possible, être un gold standard. Et puis, j'allais dire quelque chose d'autre. Mince. Comme je suis tout seul dans ma tête, ça va être compliqué de m'aider. Oui, c'est déjà ça. Non, oui, voilà, en fait, ce sont des indications différentes la plupart du temps. Et après, là où on peut être en commun, ça va être plutôt sur... c'est algique, on va plutôt utiliser le Wundel. Et c'est pas algique, il y a pas mal de sérosité, on va plutôt utiliser la TPN. Voilà. Mais peut-être qu'un jour on fera une étude directement comparative, mais pour l'instant, nous, on est une petite société, on n'a pas les moyens de faire autant d'études que des grands groupes. Je vous propose... une dernière question peut-être, non, c'est bon. Je vous propose de terminer là et d'applaudir... Merci à vous.